Quelques mots pour introduire la soirée que je prononcerai au nom des organisateurs, hein, qui sont 4 associations. Voilà, donc quelques mots pour introduire ce débat. Le Pen, la torture dans la République. Je donnerai d'abord la parole à Niels Anderson, que nous avons le plaisir d'avoir parmi nous, et qui est donc à ma gauche et au centre de notre table. C'est un des combattants de l'époque de la guerre d'Algérie, par la plume et par l'édition et par le livre, qui a joué un rôle important, puisque lorsque les livres, notamment La question de Henri Alleg, en 1957, a été interdit en France, il a pris contact avec Jérôme Lindon, édition de Minuit, et il a eu l'idée de fonder une maison d'édition, il nous précisera, à la Cité à Lausanne, dans le but de reprendre les bouquins qui étaient interdits en France. Alors ça a été le cas de La question d'Henri Alleg, ça a été le cas ensuite du livre qu'on a appelé Le Cahier vert, hein, Les disparus. Et puis en 1960, ça a été le cas d'un autre livre qui est titré La pacification, qui a été réédité et que vous trouverez sur la table là-bas, et qui, pour la première fois, parmi les nombreux témoignages et récits de torture, y compris sur le territoire français, notamment rue des Saussets, au siège de la DST de l'époque, eh bien, il y a un récit qui implique un certain lieutenant Jean-Marie Le Pen, 1960. On reviendra sur la longue émergence de cette réalité attestée, documentée, qu'est la pratique de la torture par ce lieutenant Jean-Marie Le Pen, mais il a fallu attendre très longtemps pour que ça devienne une vérité établie, du moins dans l'esprit de certains qui ont continué récemment, y compris dans un podcast sur France Inter, de semer le doute en disant peut-être qu'il a torturé, mais peut-être pas, c'est pas sûr. Bon, voilà. Les témoignages et les renseignements, les documents sont nombreux depuis l'époque des faits. Hein, l'époque des faits. Bon, voilà. Alors, Niels a la parole et on le remercie d'être présent parce qu'il a joué un rôle important dans la diffusion des ouvrages à l'époque. Merci Gilles. Ah oui. Merci. Merci à tous d'abord d'être présents malgré le temps qui n'est pas très clément. Si je parle avant Fabrice, c'est pour des raisons chronologiques relatant le feuilleton de Le Pen, tortionnaire ou pas, depuis la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais aussi préciser que le recours à la torture en Algérie était un système appliqué selon les théories de la guerre contre-révolutionnaire ou de la guerre psychologique, et dont le lieutenant Le Pen a été ni le théoricien, ni un promoteur, mais un exécutant. Un exécutant zélé, justifiant et appliquant la torture, mais un exécutant. Il a commis ses actes comme engagé volontaire dans le premier régiment étranger de parachutistes, d'octobre 56 à mars 57, sous les ordres du colonel Jean-Pierre, colonel portant haut l'esprit parade, Bijard et autres trinqués, et à son retour décoré par le général Massu de la Croix de la valeur militaire, Le Pen, lors d'une réunion organisée par les Amis du Droit, fin mai 1957, avec Jean-Maurice Demarquet, son complice, défendent et justifient la torture. C'est évidemment, c'est un titre de Libération, c'est un titre de l'Humanité, et je citerai dans Le Monde une petite phrase, un passage écrit par Pierre-Henri Simon à propos de cette conférence de presse.
Et c'est intéressant ce qu'il dit. Il cite à ce moment-là. Écoutez-nous, si vous le voulez, comme des accusés. C'est donc Le Pen qui parle. Mais en vous souvenant que nous avons fait ce que vous nous avez ordonné de faire, une guerre dure qui exige des moyens durs, nous avons reçu une mission de justice et nous l'avons accomplie selon un impératif, l'efficacité, qui exige les moyens qui ne soient pas légaux. L'affaire est... Donc les paroles de Le Pen à ce moment-là sont très claires, de justification et même nous avons fait. Donc la reconnaissance implicite de ces actes. Commence donc après, curieusement, ce feuilleton de Le Pen tortionnaire et le premier témoignage de supplicié, alors qui témoigne comme supplicié par Le Pen, est publié le 1er juin 1957 dans Résistance algérienne, qui était le journal à l'époque de l'organe du FLN, qui a précédé le Moudjahid, qui est paru ultérieurement. C'est cette accusation qui sera reprise dans La Pacification, qui paraît en décembre 1960. Une source FLN, donc. Alors là, ça mérite une explication. Quand il m'a été proposé de publier La Pacification, par Robert Davzy, qui est venu au nom du FLN, me demander si je voulais publier un livre qui était une somme, pas seulement de la torture, mais de tous les moyens utilisés pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire les camps de regroupement, les zones interdites, les enfumades, le napalm et la torture. Je lui ai dit, il y a une chose qui est un impératif absolu. Oui pour le livre, mais il faut que les faits soient vérifiés, parce que si un fait n'est pas vérifié, ça permettra de contester même ce qui est déjà acquis, c'est-à-dire les témoignages d'Henri Alleg, de Bachir Boumazar, de Zoradrif et d'autres. Donc il fallait absolument la vérification. Et ça, je dois dire, le travail mené par l'équipe de la Fédération de France a duré près d'1 an pour vérifier fait à fait qu'il rapportait et qu'il n'y ait pas de contestation possible. Et ce travail a été mené en particulier par Phil Kerman, qui signe le livre et qui était à ce moment-là le poste, entre guillemets, d'ambassadeur du FLN en Allemagne, et par Ali Haroun, qui était un des responsables de la Fédération de France. Et petit détail, la mise en page du livre, c'est-à-dire la classification des documents et des articles, a été réalisée par Kateb Yassine, qui était à ce moment-là à Bonn. Bien. Donc, j'éviterai toute description de la torture, parce que, qui est rapportée dans le témoignage et dans ce témoignage et dans d'autres témoignages qui se rapportant à Le Pen, mais je soulignerai un fait qui est intéressant, parce qu'on le retrouve dans d'autres circonstances, on y reviendra après. Ceux qui témoignent d'avoir été torturés par Le Pen disent « Nous ne saurions omettre de mentionner ici que quelques gardiens des soldats étrangers, absolument écœurés, n'ont pu hésiter à prodiguer à l'insu de Martin. Martin était le capitaine du lieutenant Le Pen. À l'issue de Martin, Le Pen et autres gradués, quelques soins aux suppliciés. Parmi ces militaires de cœur, il y avait également des Français, mais nous nous rappellerons de l'attitude humaine du soldat Borniche, de Paris et de Laborio et d'autres encore. Alors, Borniche, Laborio, il faut toujours faire attention parce que c'est le cas de Hérulin dans le témoignage de Alleg. Il fonctionnait souvent au nom à l'euphonie et ça peut être des noms qui avaient une orthographe un peu différente. Mais ils attestent des gens qui, effectivement, s'opposaient de fait aux agissements de Le Pen et des tortionnaires. En 1962, Vérité et Liberté, qui était un journal semi-clandestin, publié notamment par des gens du Comité Oudin, entre autres, de l'époque, et par Robert Barra, Claude Bourdet et d'autres, Vérité et Liberté publie aussi un numéro des documents sur le tortionnaire Le Pen, et Le Pen tortionnaire, et il publie plusieurs pages
dans ce document de Vérité et Liberté. On est encore pendant la guerre, en 1962. Donc le sujet n'était pas ignoré, il n'était pas tu. Hein. Et dans ce numéro, Vérité et Liberté se fonde sur deux dossiers. D'abord, effectivement, ils reprennent le texte qui était dans la pacification dénonçant Le Pen, et ils font aussi mention d'un rapport du commissaire principal Gilles concernant un enlèvement procédé par Le Pen, enlèvement qui avait été procédé parce que on avait refusé de lui servir à boire. Et donc, dans un hôtel, et donc il a enlevé avec son équipe le pauvre serveur, ils l'ont emmené, ils l'ont bastonné, torturé, et ils l'ont mis dans ce qu'ils appelaient voilà, le tombeau, c'est-à-dire c'est un trou dans la terre dans lequel on ne pouvait pas bouger, pas se lever, et souvent dans lequel les torturés et les suppliciés étaient mis. Donc là aussi, encore, Pinguer, Vérité et Liberté et d'autres journaux en ont parlé. C'est donc un fait qui est déjà démontré, déjà avéré, et pourtant, en 1962, l'Algérie est indépendante, on entre dans le silence et même dans l'oubli. Sur la guerre, sur la torture, par exemple, comme sur le 17 octobre. Je signale cependant une lettre de Jacques Chevalier, qui avait été maire d'Alger, du 4 octobre 1966, se rapportant à un certain Haj Boukalfa, qui était un agent municipal, qui était maître d'hôtel à la mairie d'Alger. Et Jacques Chevalier écrit, on est là en 1966, il fait un témoignage ensuite pour la justice, Monsieur Boukalfa, agent municipal, responsable des locaux de réception, a été enlevé dans la nuit par un commando de parachutistes. Ce commando, sous les ordres du lieutenant Le Pen, s'était introduit sans droit dans les locaux municipaux de réception pour y enlever un attaché de son cabinet. N'osant forcer les portes de l'appartement, il s'introduisait par une fenêtre de l'étage intermédiaire dans la chambre où résidait M. Boulalfa, dont il s'est... En le saisissant, Le Pen entendait obtenir de lui des engagements, des renseignements sur les personnes que je recevais ou hébergeais dans les appartements du maire. M. Boulalfa fut soumis à la torture, électricité, pour l'objet à dénoncer, mais il s'y refusa malgré les sévices dont il était l'objet. Sur une violente intervention et protestation de ma part auprès du général Massu et de M. Max Lejeune, secrétaire d'État, il fut ramené à la mairie dans un état pitoyable. Donc, c'est une preuve qui vient de plus, qui s'ajoute à celle-ci. Mais il reste que la torture est un sujet dont on ne parle plus, et de Le Pen non plus. Sauf que, le 4 juillet 1984, plus 20 ans sont passés, le Canard enchaîné titre « Un émule de Barbie va-t-il entrer à l'Assemblée européenne ?» On avait le député européen à l'Assemblée nationale, maintenant c'est le député à l'Assemblée européenne qui est candidat. Et là aussi, le Canard enchaîné s'appuie une nouvelle fois sur le témoignage publié dans la Pacification, qu'il republie dans le texte, et en même temps, il se fonde aussi sur le document publié dans Vérité et Liberté d'un policier français. Et ils arrivent à la conclusion, dans le Canard enchaîné, ils écrivent « Si les faits qui visent Le Pen s'avéraient exacts, M. Le Pen ne devrait-il pas être poursuivi pour crime contre l'humanité ?» Le Pen porte plainte contre le Canard enchaîné pour diffamation. Je suis alors contacté par le Canard enchaîné, je n'étais pas en France, j'étais en Suède, par Louis-Marie Aurault, qui était un des journalistes du Canard, afin de savoir si Le Pen avait porté plainte au moment de la parution de la Pacification. Il n'a pas porté plainte. Mais l'argument de Le Pen lors du procès
fut qu'il n'avait pas eu connaissance de l'accusation portée dans la pacification. C'est possible, mais on peut en douter. Et pourquoi on peut en douter? Parce que la pacification a servi le 26 mars 1961 comme colis piégé et a tué à Liège Georges Laperche, qui était un militant anticolonialiste belge, attentat commis de coups et couvert par la Main Rouge, qui était ce que confirme du reste Constantin Melnick dans ses mémoires « La mort était leur mission », qui relate l'attentat. Il confirme qu'il s'agit d'une opération du service action du SDEC, achat de livres à Genève, évidement du livre pour y disposer le dispositif pour exploser, envoi du livre comme un service de presse avec une étiquette des presses universitaires de France. Et donc, quand Georges Laperche a ouvert le colis et le livre, en l'ouvrant, il a été tué et déchiqueté. Donc, il est donc plus que douteux. On peut penser que Le Pen a eu connaissance du livre du fait de ses liens avec les services. Mais vu leur implication dans l'attentat avec l'utilisation de la pacification, poser la question de l'assassinat de Georges Laperche devant des tribunaux aurait mis en avant aussi la question de son assassinat par le SDEC. Donc on peut penser qu'il y avait ici intérêt du côté de Le Pen à ne pas poursuivre pour pas que l'affaire, l'assassinat de Georges Laperche qui est passé absolument en Belgique, c'était un gros événement, mais en France, c'était passé sous silence, en grande partie, comme des nombreux attentats commis par la Main Rouge. Le canard enchaîné était poursuivi pour diffamation publique envers un agent de l'activité publique. Relativement à ses activités militaires alliées en 1957, ses avocats étaient Henri Leclerc et Maurice Courrèges, il est considéré, dans les attendus, c'est très intéressant parce qu'on a souvent dit que finalement Le Pen n'était pas condamné, mais les attendus, il est dit, il est considéré qu'il y ait bien articulation d'un fait, le recours à la torture, dont la preuve pourrait être établie, mais l'ancienneté des faits et la loi d'amnistie interdisent de mener l'enquête. Donc le tribunal n'est pas en mesure de mener l'enquête. Mais il dit bien que les faits pourraient être établis. Cependant, le tribunal toujours, se référant au livre du général Massu, La vraie bataille d'Alger, dans lequel est affirmé le recours à la torture, lors de la bataille d'Alger, le fait que le lieutenant Le Pen était à ce moment-là précisément à Alger et qu'il a constamment approuvé et justifié la torture, il ne peut donc se prévaloir d'une atteinte à son honneur ni d'une atteinte à sa considération, qui sont des éléments constitutifs de la diffamation publique. Donc le jugement est rendu le 16 avril 1985, Le Pen est débouté, condamné aux frais de dépens, et le canard enchaîné est relaxé. Mais a-t-il torturé ou pas? Pour les raisons qu'on a dit, impossibilité de mener l'enquête, alors que le tribunal le dit que c'était une possibilité, la torture n'est toujours pas un fait avoué. Un fait non avoué, oui, mais pas acquis. Dans le cours du procès, ça c'est une deuxième étape très intéressante, le 12 février 1985, et dans les semaines qui suivent, Libération publie une série de documents accablants sur Le Pen tortionnaire. Il y a un travail admirable qui a été mené par un journaliste qui s'appelait Lionel Duroy, qui est allé en Algérie enquêter, mener son enquête, et Le Pen, il y a un des numéros de Libération qui met torture Le Pen face aux témoins, parce que
Le Pen porte plainte à nouveau contre Libération cette fois, et lors du procès de Libération, il y a 6 suppliciés par Le Pen qui viennent témoigner au tribunal qu'ils ont été torturés par lui. Donc là, les avocats à ce moment-là sont Henri Leclerc à nouveau, avec Jean-Paul Lévy, et le 4 juillet 1985, une nouvelle fois, Le Pen est débouté, perd son procès, mais la reconnaissance, la preuve des faits n'est pas établie en raison du fait que le tribunal ne peut pas mener l'enquête et les poursuites pour déterminer les faits sur le terrain, et malgré la présence des témoins suppliciés. Il y a un débat particulier à propos d'un rapport, parce qu'il y aurait un cas où Le Pen aurait sorti son arme comme ça, inconsidérément, et tiré à bout portant contre quelqu'un, et ça pose un problème de justice, de savoir, c'était qu'à particulier si Lionel Duroy peut vraiment témoigner qu'il a sorti son arme, qu'il a tiré à bout portant pour exécuter cet Algérien qui simplement lui avait marché sur les pieds. Donc, ensuite, on a eu un premier temps de silence entre 60 et 85, et puis on entre dans un nouveau temps de silence entre 85 et le début des années 2000, où de nouveau la question le problème de la torture est oublié. Et c'est là que le 20 juin 2000, Le Monde publie le témoignage recueilli par Florence Baugé, qui est ici, je la salue. Le recueilli par Florence Baugé sur Louisette Igalirite, torturée et violée en 1957, et qui recherche l'homme qui l'a sauvée. C'est le titre de l'article. Florence Baugé pourra expliquer mieux que moi qu'elle était effectivement, selon mes informations, c'est une dame, et Florence avait contacté et voulait faire part, comme je l'ai cité dans la pacification. Il y a un officier qui est venu la secourir après la torture, l'aider, et elle avait demandé à Florence Baugé si possible de pouvoir remercier cet officier, là c'était pas un soldat, qui l'avait secouru alors qu'elle avait été torturée. Je crois qu'au moment où Florence a eu des informations, malheureusement, l'officier était décédé, il n'a jamais pu avoir les remerciements de Louisette. Florence corrigera si il y a des erreurs. Mais comme l'écrit Florence Baugé alors, c'est une découverte, redécouverte, hein, parce que c'est plus un scoop. Hein, depuis la guerre, Le Pen est tortionnaire. Mais elle signale, historiens, intellectuels et journalistes, André Mandouze, Francis Janson, Claude Bourdet, notamment, puis Henri Allègre, Pierre Vidal-Naquet, avaient déjà tout dit et presque tout écrit dès les années 50-60. J'ajouterai les noms de Pierre Marat, de Paul-Henri Simon, de François Mauriac, et plus particulièrement des rappelés, qui ont alors témoigné de leur vécu au retour de la guerre d'Algérie et qui furent les premiers à informer les journalistes et les intellectuels que l'on pratiquait la torture comme système. On peut souligner les noms et rappeler les noms de Stanislas Hutin, de Robert Bonneau, de Georges Mattei, mais il faut souligner particulièrement ce rôle joué par les rappelés. François Mauriac, dans son fameux article dans l'Express, se fondait sur le témoignage d'un rappelé. Mais, ajoute Florence Baugé, les années 2000 apportent une différence majeure par rapport aux périodes précédentes. Ce sont des acteurs de premier plan, et non des moindres, qui reconnaissent publiquement ce que d'autres s'étaient évertués à dénoncer. C'est effectivement le moment où Sarès parle, Bijard parle, Massu parle, etc. Et dès ce moment-là, la question de la torture devient un débat de plus en plus amplifié,
Et quelques années plus tard, peu après, le 31 octobre 2000, c'est l'Humanité qui publie tout contre la torture, et c'est l'appel des 12 qui dénonce ce phénomène. Pas particulièrement Le Pen, mais la torture comme système. En 2002 encore, Le Monde publie des articles accusateurs contre Le Pen, nouveau procès en diffamation, du reste, alors cette fois contre Le Monde, qui l'a aussi relancé, sans toujours que la preuve soit faite juridiquement que Le Pen lui-même a torturé. Mais le tribunal a reconnu, je cite, la crédibilité certaine des faits rapportés par Florence Vaugeot. Les accusations du recours à la torture comme système pour réprimer et terroriser la population algérienne dans le cours de la guerre, et celles à l'encontre de Jean-Marie Le Pen en particulier, comme exécutant, sont incontestables. C'est là un dossier qui ressurgira tant qu'il ne sera pas mené le travail courageux, nécessaire, salutaire, de la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le recours à la torture lors de la guerre d'Algérie. Pourquoi reconnaissance de la responsabilité de l'État? Parce que c'est dans les écoles militaires, au retour de la guerre d'Indochine, que des officiers français, notamment le colonel Lacroix ou Auro et d'autres, ont théorisé la conception de la guerre contre-révolutionnaire ou de la guerre psychologique, avec comme moyen la torture. C'est dans les écoles militaires, sur décision du commandant en chef des armées d'alors, la torture a été enseignée dans les écoles militaires. C'est en application des pouvoirs spéciaux et la décision de Robert Lacoste de transmettre les pouvoirs de police à l'armée et aux parachutistes en particulier que la torture est devenue un système qui était théorisé et donc enseigné et appliqué. C'est en connaissance de cause que l'État, par exemple les DOP en Algérie et les centres de formation de torture en Algérie ont été créés. L'un d'entre eux, celui d'Arzef, a été inauguré par Chaban-Delmas, qui était alors ministre. Et c'est la responsabilité de l'État d'avoir couvert la justice, couvert la torture, alors que les tortionnaires étaient promus et décorés, ceux qui la condamnaient étaient poursuivis, et à l'exemple, par exemple, du général de Bollardière, mais également les journalistes et les éditeurs et les intellectuels qui protestaient contre la torture. Et donc, il y a théorisé, enseigné, pratiqué, couvert, et ensuite, on le sait même, exporté en Amérique latine et ailleurs. C'est pas fini du reste, parce que, pour clore, je dirais, j'ai entendu dans les années 90 le général Messmer, enfin, je veux dire le ministre Messmer, dire la torture qui avait été, la conception de la guerre contre-révolutionnaire ou de la guerre psychologique avait été abandonnée à la fin de la guerre d'Algérie sur une décision de Gaulle, qui avait dit on supprime ça, on arrête ce système. Elle est aujourd'hui réintroduite officiellement, et depuis les années 90, au moment de la guerre du Kosovo, elle est réintroduite dans l'OTAN. Et le ministre Messmer, je l'ai entendu s'en féliciter, en disant que c'était très heureux qu'on puisse réintroduire cette conception de la guerre dans les armées, dans l'armée française. Merci. Merci. Je passe la parole donc à Fabrice Riceputi. Alors moi, je vais intervenir effectivement en tant qu'historien. Donc j'ai écrit un livre qui s'intitule Le Pen et la torture, Alger 1957, l'histoire contre l'oubli. Je vais aussi intervenir en tant que co-animateur avec l'historienne Malika Rahal d'un projet historiographique sur le phénomène de la disparition forcée durant la période dont il est question ici, durant cette séquence que la propagande de guerre française a nommée, baptisée, la bataille d'Alger. Voilà. Alors,
je ne sais pas si dans cette assemblée il est besoin de beaucoup insister pour convaincre que Le Pen a effectivement été un tortionnaire. Hein. Je suis, comme beaucoup d'entre vous, de la génération qui a entendu les révélations dans la presse que vient de rappeler Niels Anderson, dans Libération dans les années 80, dans Le Monde dans les années 2000. J'ai en plus été l'étudiant de Pierre Vidal-Naquet. Bon. Alors, je vais insister peut-être d'abord quand même sur ce sur quoi a conclu Niels Anderson. Il est extrêmement important, il faut le dire et le répéter, d'insister sur le fait que Le Pen n'est qu'un minuscule rouage dans une énorme machine de terreur militaro-policière qui a été sciemment mise en place par la 4e République et plus précisément par un gouvernement à majorité socialiste et ses fillots, dirigé par Guy Mollet, dans lequel se trouvaient notamment le ministre de l'Algérie, Robert Lacoste, et le ministre de la Justice, François Mitterrand. C'est très important. Hein. Quelques mots sur le contexte historique qui a abouti à l'instauration de cette terreur militaro-policière que la propagande a réussi à faire considérer comme une guerre contre le terrorisme, hein, contre une opération utilisant certes des moyens peu recommandables, mais absolument nécessaires pour lutter contre des poseurs de bombes. Cette histoire-là est largement fausse. Hein, ce que les travaux que je mène avec Malik Arahal, mais aussi les travaux bien plus anciens de Pierre Vidal-Naquet, ou ceux de Raphaël Branche, ou ceux de Sylvie Thénault, sur cette époque, montrent bien que ce qu'a fait l'armée française à ce moment-là, c'est pas seulement traquer le réseau des poseurs de bombes du FLN, c'est avant tout tenter, avec un certain succès, d'éradiquer, hein, le mot est de Roger Trinquet, qui était le principal inspirateur, le principal idéologue de la guerre contre-révolutionnaire auprès de Robert Lacoste à Alger en 1957, d'éradiquer toute forme de nationalisme, d'activité politique autonome chez les colonisés à Alger en 1957. Pour comprendre ça, il faut remonter à la fin de 1956. C'est vraiment un moment de bascule. Le ministre Robert Lacoste, le ministre de l'Algérie, est à ce moment-là dans une situation extrêmement critique. Dans les derniers jours de 1956, il est à nouveau confronté à une rébellion, à des émeutes européennes ultra, qui s'en prennent physiquement lors des obsèques d'un notable assassiné, dit-on, par le FLN, qui s'appelait... pardon, j'ai un trou, d'un notable... comment ? Amédée Froger, ben voilà, merci. Hein, au cours de ces émeutes, les représentants de l'État qui sont présents sont pris à partie physiquement. Ils ont une très grande trouille. On le constate dans leurs archives. Hein. Et cette population européenne d'Alger, elle est complètement affolée par, dans un moment où, on l'a oublié, le FLN connaît une dynamique, est quasiment à l'apogée de sa puissance. Il vient de remporter des succès politiques considérables, hein, des ralliements, l'UDMA, les oulémas, le PCA. Il a réussi à percer sur le plan international, sur le plan diplomatique. Il a remporté à ce moment-là des victoires militaires, enfin des victoires au sens où la guérilla a imposé au gouvernement français d'envoyer 400 000 appelés en Algérie. Hein. Voilà. La situation est donc très critique. Et ce qui va déclencher, ce qui va précipiter la décision de donner le pouvoir à l'armée, que réclamaient les foules dont je parlais au moment des obsèques d'Amédée Froger, c'est l'annonce par le FLN d'une grève générale anticoloniale d'une durée exceptionnelle de 8 jours, qui est prévue pour le mois de janvier 1957. Ça, je le constate en étudiant les archives coloniales, hein, ça sème une véritable panique au sein du gouvernement français. Parce que si le FLN parvient à démontrer au monde entier qu'il bénéficie à ce moment-là d'un soutien, que la grève est une réussite et qu'il bénéficie donc d'un soutien, qu'il a une base sociale, contrairement à ce que raconte la propagande française à ce moment-là, c'est toute la politique française qui est ruinée. Voilà. Et donc, si on fait appel quelques jours donc après les obsèques d'Amédée Froger, le 7 janvier 1957,
à la 10e division parachutiste et qu'on la jette littéralement sur les quartiers musulmans d'Alger, c'est d'abord pour réprimer préventivement, parce que la grève en fait elle ne sera déclenchée qu'à la fin du mois, ce mouvement qui est donc un mouvement de masse, qui est conçu comme tel par le FLN, hein, c'est une des conséquences du congrès de la Soumam qui a décidé de faire entrer les masses urbaines dans la révolution, pour reprendre ces termes, hein, et c'est donc non pas sur les poseurs de bombes, mais sur la population musulmane d'Alger, je dis musulmane, il faut bien sûr entendre les guillemets, hein, c'est la langue coloniale de l'époque, sur les Algériens d'Alger, que se font les dents les parachutistes, et c'est dans ce contexte-là qu'ils rôdent la doctrine de la guerre révolutionnaire, hein, qu'ils méditent depuis la fessée qu'ils ont prise en Indochine à Dien Bien Phu, depuis l'humiliation qu'ils viennent de subir à Suez. Ils sont en Algérie pour prendre leur revanche, croient-ils, sur le communisme international. Hein. Il faut savoir qu'à ce moment-là, pour les autorités françaises, la rébellion du FLN, c'est une marionnette de Moscou. Hein. Alors, ils se trompent lourdement, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, ce qui est mis en place à ce moment-là, c'est un système qui va évidemment impliquer la torture, et les hommes politiques qui cèdent absolument tous à toutes les exigences de Salan et de Massu savent très bien ce qui va se produire de ce point de vue-là. Hein. Tout le monde sait qu'en Indochine, ils ont déjà pratiqué la torture, notamment l'électricité, à grande échelle, et qu'ils vont recommencer. Ça ne fait pas le moindre doute. Bon. Mais quand on s'intéresse maintenant aussi à l'expérience algérienne et à la mémoire algérienne de cette époque, ce que je fais avec Malik Aral dans le projet Milhaud sur les disparitions forcées, on comprend que les Algériens ont fait une expérience bien plus globale, dans laquelle il y a bien sûr la torture, mais une expérience qui ressemble de façon extrêmement frappante à ce que vivront bien plus tard les Argentins, les Chiliens, les Brésiliens, les Syriens, pour faire référence à ce qu'on vient de découvrir sur l'ampleur du système de la disparition forcée. C'est-à-dire donc une pratique qui à l'époque n'est pas nommée, mais dont on donne le droit aux parachutistes de la faire, c'est-à-dire la pratique de l'enlèvement. Ce qui se produit à Alger, c'est tout au long de l'année 57 et encore au-delà, une armée qui a le droit, à qui on a donné le droit, de se débarrasser d'absolument toutes les contraintes légales ordinaires, même en situation d'état d'urgence et même en situation coloniale. Et donc, ils ont le droit de se saisir lors de rafles, qui sont extrêmement nombreuses, hein, lors de descentes dans les nombreux quartiers musulmans d'Alger, qui sont loin d'être seulement la Casbah. Hein. Il n'y a que 25% des Algériens qui vivent dans la Casbah à Alger. Il y a beaucoup d'immenses bidonvilles, etc. Lors de rafles, lors d'enlèvements ciblés, et ils ont le droit de détenir au secret, dans des lieux qu'on va finir par appeler des centres de tri, mais qui sont en réalité au début tous les locaux qu'ils ont réquisitionnés où ils cantonnent. Alors ce sont des villas, il y en a qui sont célèbres, hein, la villa Cézini, Le Pen, il cantonne lui dans la villa Les Roses, à El Biar aussi, mais c'est aussi des écoles, comme l'école Saroui en bordure de la Casbah, ce sont des lycées, ce sont des fermes coloniales, on en a découvert une avec Malik Aral, où les gens étaient détenus dans des cuves à vin, ce sont... voilà, tout... Alors, vous savez, à Alger, on n'est jamais à moins de 500 mètres d'un ancien centre de torture. C'est tout à fait extraordinaire. On essaye de les recenser, on n'y parvient pas. Bien. Voilà, alors, je ne vais pas développer davantage là-dessus, mais je tiens à dire les choses comme ça. Et donc, alors, c'est dans ce contexte-là qu'arrive Jean-Marie Le Pen fin décembre 1956, justement, et donc il participe pendant 3 petits mois, et encore il n'est pas là tout le temps, parce que c'est un touriste sous l'uniforme en réalité, hein, il est député, il fait un peu ce qu'il veut, quand il y a une campagne électorale imprévue, il rentre 15 jours à Paris, puis il revient, bon, voilà. Il participe à ça. Alors, on a donc un dossier de preuves que j'ai réuni dans mon livre pour la première fois complètement, parce que jusque-là, ben, il fallait aller chercher dans les archives de la presse ou dans les archives elles-mêmes les différentes pièces. Alors, les preuves, ce sont celles dont a parlé Niels. C'est donc le fameux rapport du commissaire
principal Gilles, ce sont aussi et surtout les témoignages d'Algériens. Ces témoignages d'Algériens qui ont été recueillis en deux moments, au moment où la presse de gauche française s'est inquiétée de la montée du Front National. Hein. C'est ça qui a conduit des journalistes à aller à Alger, aller voir des gens qui étaient là depuis l'époque, hein, qui ne demandaient qu'à parler depuis ce moment-là, mais dont le témoignage jusque-là n'avait intéressé personne. Bon. Et donc, on a une quinzaine de témoignages. Niels en a mentionné quelques-uns. Le plus célèbre est probablement celui de Mohamed Moulay, qui est l'homme qui a retrouvé le poignard, le fameux poignard des jeunesses hitlériennes dans sa maison après que Le Pen ait torturé et assassiné son père. Il y en a une quinzaine. Et en fait, ce dossier-là, il est le dossier de Le Pen, bien qu'il ne soit resté que 3 mois à Alger, bien qu'il ait occupé des fonctions subalternes, il était lieutenant, hein, il dirigeait une quinzaine de bons hommes, eh bien, il est exceptionnellement copieux. Parce que tous les autres tortionnaires qui ont torturé beaucoup plus que lui, beaucoup plus longtemps, eux, on ne leur a pas cherché les poux dans la tête, parce qu'eux ne sont pas devenus Jean-Marie Le Pen. Hein. Toute cette affaire autour de Le Pen et la torture, c'est la rançon de la gloire d'un homme qui ensuite est devenu l'homme politique qu'on sait. Voilà. Alors, je vous prie de m'excuser, je pars un petit peu dans tous les sens. Donc moi j'ai écrit ce livre, en fait il y a une explication extrêmement simple. Pour une fois, à l'écriture de ce livre, c'est le fait d'avoir entendu sur France Inter en 2023 un podcast produit par Philippe Collin, dans lequel on entendait Philippe Collin dire « Le Pen n'a sans doute pas torturé à Alger ». Voilà. Alors comme beaucoup, je suis tombé de ma chaise. En l'occurrence, j'étais en voiture et j'ai eu François Gèze au téléphone qui m'a dit « Est-ce que tu as entendu le podcast ?» Voilà. Alors, ce podcast, on reviendra peut-être sur il a connu différentes péripéties, jusqu'à une toute récente. Hein. Voilà. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon sang, comment est-ce possible? Voilà. Et j'ai réalisé que les dernières révélations dont Niels parlait remontaient au début des années 2000, c'est-à-dire qu'elles avaient une vingtaine d'années, et que la vingtaine d'années en question, c'est celle de ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Front National devenu Rassemblement National, c'est-à-dire en fait de la lepénisation généralisée en France, dont nous voyons aujourd'hui, en bonne place au gouvernement français, le triomphe. Hein. Bon. Et donc je me suis dit qu'il était d'utilité publique de consacrer un petit peu de temps et de travail à ce dossier. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre dans lequel je raconte donc tout ce que vient de résumer Niels Anderson sur la façon dont l'affaire est ressortie dans les années 80 et 90. Je reviens sur les différentes preuves. Et puis, je consacre un peu de travail à la mise en perspective historique des témoignages des Algériens. Il faut savoir que, alors, quand je me suis mis à travailler sur la question, j'ai découvert que depuis quelques dizaines d'années, il y a eu beaucoup de livres, de biographies de Le Pen en particulier, qui exprimaient au minimum un scepticisme très grand sur la réalité des faits de torture qui lui étaient reprochés. Il y a en particulier un livre de 2 journalistes très connus, Pierre Péan et Philippe Cohen, qui consacre un chapitre absolument catastrophique, d'une nullité effarante à cette histoire, et qui conclut que, eh bien, ma foi, non, il a peut-être dit qu'il avait torturé, mais c'était un effet de son goût bien connu pour la provocation. Les témoignages d'Algériens ne valent rien. Ils sont pensionnés par le FLN. Ben oui, tous les anciens combattants algériens sont reconnus comme étant des anciens combattants, c'est comme ça. Et dans ce chapitre de Pierre Péan, on trouve, par exemple, on prend comme argent comptant les témoignages des compagnons de Jean-Marie Le Pen. Par exemple, de ce fameux capitaine Martin, qui, à l'époque où il va témoigner dans les tribunaux en faveur de Jean-Marie Le Pen, est général dans l'armée d'Omar Bongo, qui était effectivement le supérieur de Le Pen,
et qui venait dire dans les tribunaux que Jean-Marie Le Pen avait toujours traité les suspects avec la plus grande courtoisie. Je cite. Bien. Alors, il y a eu récemment dans le journal Le Monde un papier qui nous a appris qu'en 2019, une journaliste a recueilli de nouveaux aveux explicites de Le Pen s'incriminant lui-même. Hein, et il dit, d'après la journaliste, il dit « J'ai torturé sous les ordres de mon capitaine Louis Martin ». Ça s'est passé inaperçu, mais ça m'a bien fait rire parce que Louis Martin, lui, il allait nier l'existence de la torture sous serment à de nombreuses reprises. Voilà. Donc, alors, pour terminer, dans mon livre, j'aborde aussi une question, même si elle n'est pas le sujet principal du livre, c'est l'importance d'en revenir à ces racines colonialistes du lepénisme. Hein. Il faut savoir que, comment dirais-je, l'engagement de Le Pen, d'abord en Indochine, dont on n'a pas parlé, mais qui a été un peu très important, c'est là qu'il s'est familiarisé avec un certain nombre de méthodes. Puis en Algérie, c'est pas du tout des bêtises de jeunesse. Hein. C'est alors un engagement politique, je vous ai dit, c'est un touriste sous l'uniforme qui fait de ce tourisme pour des raisons idéologiques. Hein. Mais quand il rentre d'Algérie, en 1957, il fonde immédiatement un premier parti politique qui s'appelle le Front National des Combattants, qui prend déjà pour emblème la flamme tricolore empruntée au parti fasciste italien, et qui commence à fédérer autour de lui les plus durs partisans de l'Algérie française. Bien. Ensuite arrive 1962, et l'indépendance de l'Algérie. Pour l'extrême droite française, pour la droite nationaliste française, c'est une véritable catastrophe. Hein, pour l'extrême droite, c'est sa deuxième défaite après celle de 1944. D'accord? C'est de cette importance-là. C'est-à-dire qu'ils avaient investi énormément dans la défense de l'Algérie française, et la victoire de l'indépendance algérienne, pour eux, c'est une immense défaite, dont ils vont mettre du temps à se remettre. Et ils vont formuler dans les années suivantes, 10 ans après, ils créent le Front National, ils vont formuler une idéologie qui se base sur l'idée que les Français ont à poursuivre sur leur territoire la guerre qu'ils ont perdue contre les Arabes en Algérie. C'est l'origine de l'idée du grand remplacement, c'est l'origine aussi de l'idée de la préférence nationale. Ils mettent l'immigration, mais l'immigration en premier lieu arabe et aussi musulmane déjà, hein, même si l'islamophobie n'est pas encore en première ligne, elle est présente. En tout cas, l'envahisseur arabe se substitue tout doucement aux juifs apatrides. Hein. C'est la grande mutation de l'extrême droite française, sous notamment l'influence d'un idéologue comme François Duprat. Ils comprennent que l'antisémitisme, comme ils l'avaient pratiqué depuis très longtemps, ça ne payera jamais politiquement. Ceux qui payent beaucoup mieux, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont plus antisémites, hein, naturellement, mais Le Pen se chargera de le rappeler en faisant des clins d'œil bien connus au noyau dur de son électorat, mais on va substituer aux juifs apatrides l'envahisseur arabe. Hein, et ça, à mon sens, c'est vraiment un fruit empoisonné de la guerre coloniale en Algérie. Voilà. Et malheureusement, quand on revient sur les origines du Front National, alors pour les stigmatiser, on rappelle toujours, et quelque chose qui est vrai, c'est qu'il y a du Waffen-SS, il y a du collabo, on rappelle très rarement l'importance qu'a eue cette séquence colonialiste à l'origine de cette idéologie dont je répète à nouveau pour terminer, que chacun peut constater aujourd'hui quelle carrière elle a fait et combien elle nous empoisonne aujourd'hui plus que jamais. Voilà.